Suis-je du PS? J'ai toujours eu, et c'est peut-être ça mon problème, j'ai toujours eu l'infime difficulté presque atavique à me fondre dans un groupe. J'en suis pas forcément fier d'ailleurs. Je crois que c'est malheureusement quelque chose qui doit être génétique. Et donc, sinon je peux pas me parler sans micro, hein, mais alors. Parce qu'il y a tout au bout. Oui, en principe, ma voix porte. Mais donc, oui, se fondre dans un groupe a toujours été très compliqué. Alors, c'est vrai que, à bien des égards, j'ai adoré un livre, lu il y a très très longtemps, qui s'appelait Le drôle de jeu de Roger Vaillant. Et Roger Vaillant décrivait un personnage qui était manifestement son double pendant la Seconde Guerre mondiale, dans la Résistance. Et il était un compagnon de route du Parti communiste. Et il glisse à un moment donné que les balles perdues sont toujours pour les compagnons de route. Et à bien des égards, je peux me considérer comme un compagnon de route du Parti socialiste, parce que pendant très longtemps, en tout cas, c'est le parti qui était le plus proche de moi, de mon univers, de mon milieu, on l'a dit aussi familialement. Le titre d'ailleurs de l'ouvrage tel que je présente aujourd'hui est de Lorette. Je cherchais, je ne trouvais pas et c'est elle qui l'a trouvé. Mais c'est clair que si on veut, ou si vous souhaitez, une parole officielle du Parti socialiste, il faut s'adresser ailleurs. Il faut s'adresser ailleurs parce que je ne me ressens pas comme débiteur d'une quelconque pensée de quelque structure que ce soit. Et c'est vrai que je comprends que par rapport à la laïcité, vous ayez quelques difficultés à trouver des membres ou des mandataires socialistes. À Bruxelles encore moins, il y en a un, oui, mais il est suspect puisque c'est mon fils. Au-delà de ça, c'est vrai que le basculement a eu lieu, et on pourra en parler tout à l'heure. Il n'y a pas qu'au Parti socialiste que le basculement a eu lieu, mais il est total. Et je crois qu'il faut l'envisager, si on analyse la situation du PS, il faut l'envisager sous deux angles. Il y a un premier angle qui est typiquement bruxellois, et les laïcs au PS sont aujourd'hui aux abonnés absents. Je dirais même pire, ils savonnent la planche des communautaristes. Ils ont décidé que ce n'était pas un combat qui devait être mené. Probablement que dans leur tripes, dans leurs viscères, ils sont toujours laïcs, mais jamais ils n'exprimeront. Pourquoi? Parce qu'il y a aujourd'hui une logique électorale, pour ne pas dire clientéliste, qui fait qu'il a été décidé pour ce parti-là de prospecter les, entre guillemets, quartiers, qui est déjà un mot que je n'ai pas envie d'entendre, et donc de frotter une communauté dans le sens du poil, avec un problème majeur, c'est que cette communauté n'a peut-être pas autant que cela envie d'être frottée dans ce sens du poil-là. Toute communauté est composite, et il est clair qu'en prenant ces positions qui sont terriblement décevantes et qui sont un recul par rapport à des valeurs qui ont été défendues pendant des décennies, eh bien, ça a basculé. Donc ça, c'est clair. Et ça, c'est la dimension PS bruxellois. Le fossoyeur de la laïcité a un nom, il s'appelle Ahmed Laouej, mais je crois qu'au-delà de ça, ce qui est le pire, ce n'est pas des Ahmed Laouej, des Ridwan Shahid qui jugent utile de se mettre en scène sur les réseaux sociaux dans des comportements religieux. Ce sont les muets, ce sont les silencieux, ce sont tous ceux qui, notamment au moment du vote sur l'abattage avec étourdissement, alors qu'ils n'avaient aucun lien avec une communauté religieuse, se sont alignés derrière les religieux ou ceux qui draguent les religieux. Et donc le vrai problème, il est là. Je crois qu'il faut avoir le courage d'appeler un chat un chat. Sauf votre fils. Oui, sauf mon fils, mais voilà. Non, mais il faut le souligner, il a été courageux. Oui, mais voilà, moi, ça me paraît tellement normal. C'est-à-dire que voilà, mais il en assumera, et il en assume évidemment les conséquences dans la marginalisation, parce que le monde politique est ce qu'il est. Maintenant, il ne faut pas croire que les autres sont tellement plus reluisants. Et c'est ça qui est navrant si on analyse la manière dont le monde politique bruxellois francophone se comporte. Si l'on fait une petite visite des autres partis,
les écolos, et au moins sont cohérents, assument le communautarisme, en tout cas à Bruxelles de nouveau, et c'est là qu'il y a toujours une différence entre Bruxelles et la Wallonie, mais qui étant presque dans leur ADN politique. Défi a été particulièrement navrant. La position de... Bon, il y a un homme pour qui j'avais, sur ce débat-là, un profond respect, qui était Olivier Minguin. C'était quelqu'un qui portait, il a notamment déposé à la commission des réformes institutionnelles de la Chambre une proposition très intéressante sur l'inscription de la laïcité dans la Constitution. Et au moment de l'abattage, du débat sur l'abattage, qu'a-t-il dit? Oh, je ne vais pas mélanger les voix de mon parti avec celles du Vlaams Belang et de la NVA. Autrement dit, si on pousse le raisonnement jusqu'au bout par rapport à ce que je croyais être une belle intelligence, ça veut dire que si demain le Vlaams Belang et la NVA votent contre la peine de mort, Olivier Minguin votera pour. Un peu préoccupant quand même. Les libéraux ne sont pas tellement plus réjouissants, malheureusement. Et on y viendra peut-être tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils ont mené au Parlement bruxellois, j'ai été entendu, c'était un moment de grâce, dans le cadre d'une commission, une proposition qui visait à interdire les signes convictionnels dans toutes les administrations publiques bruxelloises, mais avec un mot qui tue, qui fait que même moi, je ne serais jamais parlementaire, mais si j'avais été parlementaire, je n'aurais pas voté cette proposition. Et c'est une manière déjà d'aborder ce qui figure dans le livre. C'est que l'interdiction était faite à l'égard de tout signe religieux ostentatoire. Autrement dit, le signe religieux ostentatoire se distingue du signe religieux ostensible. Et le signe ostentatoire, ça vise clairement le foulard islamique, éventuellement le turban sikh, voire une kippa, mais ça ne vise pas la petite croix chrétienne qui, elle, par définition, est discrète et ne fait de mal à personne. Alors, il est évident, et c'est fondamental dans cette matière-là, c'est que l'affirmation de la laïcité à cet égard implique clairement de traiter toutes les religions sur le même pied. Et il ne s'agit pas, au nom d'une histoire qui n'est pas forcément glorieuse d'ailleurs, de réserver un traitement de faveur à une religion par rapport aux autres. Et la différence entre ostensible et ostentatoire, c'est ça, c'est faire un cadeau catholique. Cadeau qui n'a évidemment pas lieu d'être. Et si l'on examine toute la jurisprudence des juridictions nationales supérieures, mais surtout internationales, la position tant de la Cour européenne des droits de l'homme que de la Cour de justice de l'Union européenne est d'accepter une logique d'interdiction à la seule condition que ça s'applique à toutes les confessions, à toutes les religions et à tous les courants philosophiques. Et ça me paraît l'évidence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas défendre une idée de laïcité au sens le plus noble du terme et ne pas appliquer le principe d'égalité. Et donc, quand un parti porte la laïcité, mais subitement, et ce n'est pas nouveau, fait des concessions à ce qui, en Belgique, est à la fois une religion et un lobby, eh bien, il se dévalue totalement. Et c'est là que finalement, je parlais de balles perdues et de promeneurs solitaires, c'est là que finalement on se sent terriblement seul et terriblement pessimiste aussi, parce qu'il est manifeste aujourd'hui que dans toute cette problématique, ce qui est très clair, c'est qu'on a abandonné aux juridictions le soin de trancher les questions que le politique ne pouvait pas trancher. Et je viendrai dans un instant, ça pose évidemment des problèmes. Et que donc il y a une sorte de castration et de lâcheté de tous les législateurs à quelque niveau de pouvoir que ce soit. Et jusqu'il y a quelques années, quelques mois même, en tout cas jusqu'il n'y a pas très longtemps, j'espérais une intervention législative, que ce soit au niveau fédéral, dans les régions, ou à tout le moins à la région wallonne. Aujourd'hui, je me rends compte que tel ne sera pas le cas. Que tel ne sera pas le cas parce que les partis politiques ont soit basculé d'un côté, dans le communautarisme, soit basculé ou sont restés dans une vieille vision très belge qui est la protection d'une seule religion, qui est la religion catholique. Et donc, c'est éminemment décevant, éminemment problématique. Et la deuxième dimension, et celle-là est peut-être plus préoccupante, et il faudra à tout prix faire preuve de nuance quand on l'apprécie pour comprendre, puisque c'est ça la question initiale, la position du Parti socialiste, c'est la position du Parti socialiste dans sa
dans son bureau politique, mais en fait dans la présidence qui est la sienne. Et là, je ne mettrai jamais en cause les idéaux laïques de Paul Magnette, mais il épouse un basculement qu'il estime, et il n'est pas le seul, générationnel. Autrement dit, aujourd'hui, et moi je le vois de manière très concrète, hein, donc là je crois qu'il ne se trompe pas malheureusement, je le vois avec mes étudiants, c'est que notamment toute la problématique des signes convictionnels n'est pas un combat des jeunes générations, qui n'y voient pas un problème, qui a sans doute tort, mais c'est un fait, et que donc pour épouser et pour ne pas être has-been, eh bien, des partis politiques, et c'est le cas je crois du PS, essayent de ne pas faire de cela un combat fondamental qui va de nouveau être associé, comme dans d'autres domaines, à tout ce que je peux incarner moi, c'est-à-dire le vieil homme blanc, relativement nanti, un peu décati, enfin, etc. Et donc, ça, ce sont les facteurs d'explication, et c'est éminemment préoccupant. Alors, pour parler un petit peu, mais très rapidement, parce que d'abord de la raison d'être de ce livre, pourquoi l'ai-je écrit, et Elisabeth le sait, c'est parce que j'ai été amené comme avocat à intervenir dans toute une série de dossiers qui avaient trait, en effet, à la problématique spécifique du port des signes convictionnels à l'école et dans l'administration. Alors, ce qui est terrible, c'est que moi, je suis toujours là, mais que je perds mes clients en route. Le premier dossier, ça a été Actiris. Il a suffi de perdre pour que ce soit d'emblée terminé, on ne va pas interjeter appel. Le deuxième dossier, ça a été la STIB, et contre l'avis de la STIB, enfin en tout cas des opérateurs de la STIB, on a perdu, on ne va pas faire appel. Puis ça a été la ville de Bruxelles après avoir gagné devant la Cour constitutionnelle, tombé sur un juge qui a fait semblant de ne pas comprendre l'arrêt, la ville de Bruxelles n'a pas fait appel. Et donc on a cette problématique générale du fait qu'on arrête le match de foot à la mi-temps. Avec quelque chose qui est très palpable, et ça c'est ce qui est expliqué dans le bouquin. Maintenant il y a un arrêt de la Cour de cassation que j'attends avec une certaine crainte, hein, donc je ne vais pas dire que je suis dans l'optimisme total. Mais jusqu'à présent, vous avez, sur le plan juridictionnel, par rapport au port des signes convictionnels, vraiment un schisme entre les juges de base et les hautes juridictions. Les juges de base, on peut en avoir de toutes sortes, évidemment. Et moi, je suis sans hargne ou sans haine, et même sans hostilité à l'égard de tous ces juges qui me donnent tort, dès le moment où ils sont abandonnés par le politique. Dès le moment où les assemblées parlementaires ne prennent pas leurs responsabilités, les juges du fond sont livrés à eux-mêmes et ils vont assez naturellement là où le vent les porte, ou en tout cas là où leurs convictions les portent. Et nul ne peut leur reprocher d'avoir des convictions, fussent-elles différentes de celles qui sont les nôtres. Il y a eu un très très bel arrêt qui m'a donné tort sur l'essentiel du président du tribunal du travail de Liège, qui a dit cela. Qui a dit, mais on me dit blanc avec une excellente argumentation, on me dit noir avec une excellente argumentation, le législateur est aux abonnés absents, c'est pas à moi de choisir, mais je suis contraint de choisir et donc je vais le faire. Et je vais le faire en essayant de trouver une solution d'équilibre qui correspond finalement à ce qui me paraît juste. Et comment reprocher à un juge d'essayer, même si on ne partage pas sa conception de la justice, de rendre une décision juste. Et donc voilà, vous avez dans la marée des juges de première instance des décisions qui sont contrastées, mais qui ne sont jamais que le produit des convictions de celui qui la rend, avec l'énormité la plus absolue qui a été atteinte par la juridiction du Brabant wallon, à propos du même règlement scolaire. Il y a eu 2 actions devant le président du tribunal fondées sur la directive antidiscrimination. J'étais l'avocat de la province du Brabant wallon, gloire à la province du Brabant wallon, jusqu'à présent, quand elle perd, elle va en appel. C'est devenu quelque chose d'assez rare, donc ça mérite d'être célébré. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un magistrat numéro 1 qui a rendu à propos du même règlement et de la même problématique une décision qui validait l'interdiction qui était faite dans une école secondaire d'interdire aux élèves
le port de tout signe convictionnel, et exactement avec le même règlement. Mais les affaires n'avaient pas été introduites le même jour. 2 mois plus tard, la même juridiction a rendu une décision en sens totalement contraire. Et là, on avait la preuve de quelque chose qui est la faillite du système, non pas judiciaire, parce que de nouveau, comment reprocher ça à ces juges, mais la faillite des législateurs, en ce compris les législateurs de la Communauté française, en l'occurrence, qui n'ont pas pris leurs responsabilités. Mais alors, ce qui est étonnant, c'est que plus on remonte dans les juridictions, plus la clarté se fait. Mais elle ne se fera plus. Donc là aussi, le pessimisme est de rigueur. Par rapport au port du signe convictionnel dans l'enseignement supérieur, la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt magnifique, qui était un arrêt magnifique parce qu'il se fondait sur l'idée de l'enseignement officiel, en disant, bon, il y a de l'enseignement supérieur qui relèvent d'initiatives privées, je ne vais pas en mêler. Mais dans l'enseignement officiel, il faut qu'il y ait plusieurs offres. Autrement dit, il faut des offres d'enseignement supérieur où la liberté de se vêtir est totale, mais il faut aussi que dans l'offre scolaire, en l'occurrence de la Communauté française, sensu lato, il y ait un environnement éducatif totalement neutre. Et j'admets, ce n'était pas facile à faire, que l'on puisse imposer à des adultes le fait d'adopter un comportement qui est le fait de ne pas arborer le signe convictionnel, quel qu'il soit, que ce soit religieux, philosophique ou politique, j'y reviendrai dans un instant. Et cet arrêt mérite d'être lu parce qu'il est magnifique, parce qu'il exprime l'idée qu'en démocratie, chacun doit être amené à faire des concessions par rapport à ses propres convictions. Mais c'est fini. La Cour constitutionnelle, c'est fini. Et je vais vous dire pourquoi c'est fini. Parce que cet arrêt a été rendu manifestement, on ne le saura jamais, mais je suis prêt à faire couper les 2 mains, à une majorité courte du style 7 contre 5, et ils ne sont que 12. Le président de la Cour, qui est un laïc averti, il ne dira jamais dans quel sens il penchait, mais on n'imagine pas que ce soit dans un autre, qui est François Daout, a été remplacé par une femme qui est une juriste remarquable, qui a été mon assistante jadis et qui est Emmanuelle Prébosia, mais qui est une grande militante de la neutralité inclusive. Et depuis lors, on a eu, je ne vous ai pas les détails, mais on s'est rendu compte que la Cour, plutôt même que de trancher une question qu'on lui demandait à trancher là-dessus, a dit « Oh non, non, je ne vais pas répondre ». Elle a inventé n'importe quelle fadaise pour dire qu'elle ne prenait pas le dossier. Ça veut dire que c'est fini. Voilà, c'est time, terminé, fini. Où il faudra encore une évolution de sa composition, mais en tout cas, pour un bon moment, on ne peut plus rien en attendre. Et alors, quand on remonte devant les juridictions suprêmes, tant la Cour européenne des droits de l'homme que la Cour de justice de l'Union européenne, eh bien là, il y a une sorte de tolérance par rapport à des systèmes qui peuvent varier d'État en État. Et ce qui est dit tant par la Cour de Strasbourg, et l'a dit par rapport à la Turquie, par rapport à certains arrêts suisses et par rapport à la France, c'est que la laïcité est un objectif légitime et qu'il faut faire confiance aux décideurs nationaux pour développer sa conception de la laïcité, en ce compris dans l'interdiction qui peut exister du port de signe convictionnel, avec une dimension claire, c'est là que je répéterai à l'infini, mais il faut que ça s'applique de manière uniforme à tous et à toutes. Idem, même dans l'entreprise privée, par la Cour de Luxembourg, qui à un moment donné, c'est un arrêt du 13 octobre dernier, a été interpellé par le tribunal du travail de Bruxelles. C'était le magistrat qui avait rendu cette horrible ordonnance TIB et qui lui posait 50 000 questions préjudicielles qui visaient simplement à faire admettre qu'il fallait prendre en considération l'intersectionnalité, la caractéristique spécifique de la religion musulmane, qu'il fallait pour éviter, et on y reviendra sans doute aussi, de véritables discriminations à l'embauche, permettre un sort particulier à une religion particulière, à un genre particulier. Et la Cour de justice l'a envoyé paître très sèchement en disant qu'il n'y a aucune raison de constituer des sous-groupes et qu'il faut appliquer de manière transversale la règle si elle existe. Mais ça vaut aussi, évidemment, pour les catholiques. Donc, voilà. Alors, pourquoi j'ai écrit ce livre? C'est parce que j'avais constaté, et ça dit quelque chose, que dans la doctrine belge, dans le monde scientifique belge,
à une ou deux très rares exceptions près, il y avait véritablement une unanimité de la doctrine pour présenter, de manière à mon sens orientée et j'ai envie de dire malhonnête, toute cette problématique avec un véritable foyer intellectuel avec deux pôles, qu'est les facultés universitaires Saint-Louis et un pôle dans mon université. J'évoquais Emmanuel Pribosia, il y a aussi Isabelle Rorive, qui sont des militants de la neutralité inclusive et qui ont inondé les ouvrages de doctrine et les revues d'articles qui allaient dans leur sens, c'est dans ça que je parle de malhonnêteté intellectuelle, c'est qu'ils se cramponnent comme un noyé du Titanic à la jurisprudence du Comité des droits de l'homme de l'ONU, qui en effet est totalement dans leur ligne, comme si ce Comité des droits de l'homme de l'ONU avait, dans un État européen, plus de valeur ou plus de force que la Cour de justice de l'Union européenne ou la Cour européenne des droits de l'homme. Alors que c'est très respectable, le Comité des droits de l'homme de l'ONU, mais c'est jamais ce qu'on appelle la soft law. Ce sont des opinions doctrinales coulées dans des apparences de dossiers juridictionnels et ça n'a aucun effet direct dans l'ordre juridique interne, alors que tant la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que la Convention européenne, telle qu'interprétée par leurs gardiennes premières que sont la Cour de Luxembourg et la Cour de Strasbourg, ont un effet direct dans le juridique interne. Et donc face à cette malhonnêteté-là, je me suis dit, il faut à un moment donné qu'il y ait au moins autre chose, et autre chose de suffisamment consistant, et c'est ce que j'ai essayé de faire. Et donc ça m'a permis donc de visiter les grands axes de la matière, au départ en me préoccupant de la problématique des signes convictionnels, en constatant qu'il n'y a guère de difficulté à l'imposer dans l'enseignement public. Je crois qu'il faut toujours mettre ça en évidence, et c'est très peu dit de part adverse, c'est-à-dire qu'on peut exiger de l'enseignement public des choses qu'on n'a pas exigées de l'enseignement privé. Aucun souci pour l'imposer aux enseignants, aucun souci pour l'imposer aux usagers du service public, en tout cas quand ils sont mineurs. Et j'évoquais l'arrêt de la Cour constitutionnelle, ça peut déborder dès le moment où on admet cette idée de l'espace éducatif intégralement neutre à l'égard de majeurs, mais pas de manière absolue. Il faut aussi que l'enseignement public puisse offrir à des majeurs la possibilité d'avoir accès à l'enseignement supérieur public en arborant ces signes convictionnels. Il faut qu'il y ait une coexistence des deux systèmes scolaires. Et puis il y a l'administration. Alors l'administration, finalement, et c'est là que je suis plus radical, c'est-à-dire que, et j'attends toujours une réponse sérieuse de qui que ce soit à cet argument, et je ne l'ai jamais reçu, c'est que oui, on peut permettre dans le chef de n'importe quel fonctionnaire, sans devoir même faire de distinction entre le back-office, le front-office et autres fadaises office, on peut permettre avoir un système qui valide le port de signes convictionnels dans l'administration. Moi, ça ne me pose pas juridiquement de problème. Au regard du système constitutionnel belge, on peut le permettre, mais à une seule condition. C'est de le permettre exactement de la même manière, non seulement à tous les cultes et opinions philosophiques, ça c'est l'évidence, mais aussi à toute autre forme de conviction. Parce que le constituant belge n'était pas tout à fait manchot, et à l'article 19 de la Constitution, il consacre la liberté des cultes, mais à totale égalité, sur le même plan, le droit et la liberté d'exprimer son opinion en toute matière. Autrement dit, il n'y a pas de liberté des cultes s'il n'y a pas parallèlement une liberté d'expression d'opinion de nature politique. Autrement dit, vous pouvez admettre la croix chrétienne, le foulard islamique, le flambeau laïque au guichet, mais vous devez admettre le t-shirt MR, le t-shirt PS, le t-shirt PTB ou le t-shirt Vlaams-Belang. Et vous n'avez pas les moyens juridiques, compte tenu de l'égalité que consacre la Constitution entre les cultes et les opinions en toute matière, vous n'avez pas le droit de dissocier cela. Et ça, c'est l'enjeu, en fait. C'est l'enjeu qui est sous-jacent dans tout ce processus. C'est que, et la Cour de justice de l'Union européenne l'a dit très finement, elle a dit un État a le droit, à un moment donné, de donner à la liberté de religion une primauté sur les autres libertés. Un décideur national peut faire ça. D'ailleurs, vous avez des tas d'États, et pas forcément les plus antipathiques, qui ont des religions d'État. Mais alors, il faut le faire, il faut l'assumer. Et en droit belge, constitutionnellement,
Et s'il n'y aura pas une majorité pour voter les lois dont nous rêvons, il y aura encore moins de majorité pour renverser l'article 19 de la Constitution. Eh bien, en droit belge, il n'y a pas de primauté de la liberté de religion sur toute autre liberté, en ce compris la liberté d'expression d'une opinion politique. Et donc voilà, donc le débat il se pose dans ces termes-là. Quand on admet dans une administration le port de signes convictionnels, ben, on doit admettre de la même manière l'affirmation d'opinions politiques dans les mêmes conditions. Pour ce qui me concerne, il n'y a pas de débat non plus, parce que ça a été en effet la pseudo-idée de génie de certains responsables, notamment socialistes, qui est de dire on distingue le front office du back office. Le front office, quand on va au guichet, il faut que ce soit neutre, mais derrière, on fait encore ce qu'on veut. Mais quand même, quand il y a un imperium, là, il faut quand même que ce soit neutre, parce que... Mais ces gens ne connaissent pas le droit administratif, parce que l'imperium, ça s'appelle en droit administratif le pouvoir hiérarchique. Et la pyramide administrative du pouvoir hiérarchique fait que vous arrivez au plus un. Et qu'il n'y a finalement que ceux qui n'ont personne en dessous d'eux qui pourraient à ce moment-là avoir cette liberté. Ce qui serait presque paradoxalement discriminatoire, et en plus paradoxal parce que demain, il peut avoir une promotion et toutes les images seront brouillées s'ils ont pu assumer une image non neutre auparavant. Donc, pour ce qui me concerne, l'administration, il n'y a pas de débat, mais le débat, il existe. Toute une série de communes, des villes importantes, Malines notamment, aujourd'hui, ont totalement basculé dans cette sorte de neutralité inclusive. Alors, troisième étape, c'est l'espace public. Et là, je crois qu'il n'y a pas... On est vraiment sur la ligne de crête de ce qui est intolérable et où la laïcité doit elle-même ne jamais oublier ce qu'est son fondement et ce qu'était l'idée de la loi de 1905 en France, puisque tout part de la loi de 1905. C'est clair que la liberté, elle vaut pour tout le monde dès le moment où on n'est pas dans une fonction d'autorité ou dans une fonction à caractère public. Autrement dit, il ne peut être question d'interdire le port des signes convictionnels, sous réserve du voile intégral, j'y reviendrai, à qui que ce soit dans l'espace public. C'est une liberté totale. Chacun s'habille comme il veut et fait comme il veut. Les maires fachos qui voulaient interdire la burqa, le burkini dans des plages du sud de la France, c'est absolument intolérable sur le plan des libertés publiques. Et le problème des piscines est ambigu parce qu'on y met des expressions d'hygiène, alors qu'on peut faire de la plongée sous-marine dans une piscine, quoi, hein. Donc j'ai moi un certain malaise par rapport à ça. Et parce qu'on ne peut pas non plus se servir d'une conviction qu'est la conviction laïque pour remettre en cause ce qu'est la liberté de chacun de vivre comme il veut. Alors on arrive évidemment à des paradoxes étonnants, mais qui sont à mon avis une dérive du Conseil d'État de France, qui a annulé l'autorisation en fait par la ville de Grenoble de porter le burkini dans les piscines, de manière assez provocante, mais finalement assez amusante. La ville de Grenoble avait dit, ben oui, le burkini est autorisé, le monokini aussi. Voilà. Et comme il n'y a que le burkini qui a été attaqué devant le Conseil d'État, le monokini est autorisé dans les piscines grenobloises, mais plus le burkini. N'en demeure pas moins que je crois qu'on doit être extrêmement vigilant parce que, et ça c'est comme laïque fondamental que je me pose, on peut parler de laïcité tout à l'heure, j'y viendrai d'ailleurs pour terminer cet exposé, mais on doit éviter à tout prix de devenir doctrinaire et de diaboliser une confession par rapport à une autre. Il est clair qu'aujourd'hui, il faut appeler un chat, mais ça s'entend, il y a un conflit ouvert avec des revendications qui émanent d'une communauté religieuse particulière, parce que cette communauté religieuse, elle, est la seule finalement à ne pas accepter une règle que les autres acceptent. Donc là, il n'y a pas de souci. Mais on ne peut pas la traquer au-delà de ce qui est la norme, et cette norme, et c'est ça la loi de 1905, est la liberté de chacun de ses convictions et de l'expression de ses convictions. Et donc il faut être très très attentif à cela et ne pas entrer dans des croisades, et la croisade laïque n'est pas plus belle que les croisades religieuses, qui viendraient à traquer le fait religieux au-delà de règles qui s'appliquent de manière transversale à tout le monde. Et là, je crois qu'il faut être extrêmement attentif à cette dimension-là.
Et alors j'en viens à la neutralité tout court, c'est-à-dire que la Belgique n'est pas un État laïque, on le sait, mais finalement elle n'en est pas loin. Elle n'en est pas loin parce que qu'est-ce qui fait que la Belgique n'est pas un État laïque? Elle l'est sur le plan de la liberté de chacun d'exercer le culte qu'il souhaite ou d'avoir les convictions qui sont les siennes. Petite parenthèse, et maintenant j'ai fait la paix fondamentale avec le Centre d'action laïque qui mène de très beaux combats dans ce domaine-là, mais l'erreur historique, et je l'avais dénoncé en temps réel en 1993, ça a été de faire inscrire la laïcité dans la Constitution. Et la laïcité organisée à la belge a été quelque chose qui était tragique parce que ça remettait en cause le fondement même de la laïcité. C'était une sorte d'harakiri pour des raisons budgétaires, financières, sans doute légitimes, mais peu importe, qui revenait à valider le système belge qui, à mon avis, est hautement contestable, de non-séparation de l'Église et de l'État et donc de financement des cultes par l'autorité publique. Et dès le moment où on venait laper au bassinet pour avoir quelques subsides, eh bien, on légitimait, et là c'est surtout les catholiques qui en bénéficiaient, tout un système qui était critiquable dès l'origine. Et ce qui est fascinant d'ailleurs, c'est que les premiers à avoir soutenu les revendications laïques, ce sont les cathos, parce qu'ils étaient plus malins et qu'ils ont bien vu l'avantage que ça représenterait dans la pérennisation du système. Mais le système, il est mort. Aujourd'hui, il est mort. C'est aussi un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est une obscure affaire d'exonération du précompte immobilier à Anderlecht dont n'avaient pas bénéficié les témoins de Jéhovah. Ils se sont plaints dans toute une série de procédures jusqu'à Strasbourg du fait que, étant une conviction de nature religieuse, ils ne bénéficiaient pas d'un traitement fiscal dont bénéficiaient les religions reconnues. Et la Cour européenne des droits de l'homme mais c'est à la sulfateuse, a démoli le système belge de financement des cultes en disant on ne comprend rien, pourquoi vous en reconnaissez certains et pas d'autres, quels critères, comment vous répartissez vos budgets. Et donc personne n'en parle parce que ça dérangerait à peu près tout le monde d'en parler, mais le problème il est là, tôt ou tard les procédures vont commencer à monter, et c'est en ça que les laïcs, mais je crois qu'ils sont en ordre aujourd'hui avec la remise en cause du système, pour remettre en cause eux-mêmes leur propre financement, parce que c'est tout le financement des cultes, et en particulier d'une église catholique qui a complètement, qui est en chute libre sur le plan de la pratique du nombre d'adeptes, mais qui continue à rafler des budgets absolument innommables, et tout ça va s'écrouler. Et donc on en arrivera alors à un système qui ne sera pas loin, me semble-t-il, du système français, sauf à considérer que le mouvement qui est en œuvre aujourd'hui et qui est protéiforme, et qu'il ne faut pas caricaturer non plus, finissent par déboucher sur un autre modèle de société, plus inclusif. C'est un mot qui, moi, me sort par les oreilles, mais il n'en demeure pas moins qu'il est à la mode, et qui s'inscrit dans une apparente modernité. Et je vais en terminer par là, c'est-à-dire qu'on est dans un enjeu qui n'est pas anodin. Et de nouveau, préservons-nous des caricatures. C'est-à-dire qu'il est clair aujourd'hui, moi je le vois sur le terrain universitaire, qu'il y a des tendances nouvelles qui sont des tendances identitaires. Je déteste le mot wokisme parce que c'est un mot qui est un attrape-mouche et qui finalement légitime ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sont stigmatisés comme tels par le fait qu'on tombe dans le piège inverse de celui qui nous est tendu. Je m'explique. C'est-à-dire qu'il y a des tendances qui visent de manière très claire à partir de quelque chose qui est on ne peut plus légitime. Être éveillé, d'abord, c'est plutôt une bonne chose, c'est plutôt la conséquence naturelle de la philosophie des Lumières. Être éveillé aux discriminations, c'est une évidence. Être éveillé au racisme, c'est une évidence. Se battre contre l'écriture pathétique de l'histoire telle qu'elle a été le fait de la plupart des sociétés occidentales. Je donne toute petite référence littéraire qui est intéressant. Je viens de terminer il y a quelques jours un bouquin de William Gardner Smith qui s'appelle Le visage de Pierre. Et cet homme a écrit son roman en 1962. Il a publié d'autres bouquins de moindre intérêt qui ont tous été traduits en français.
Celui-là n'avait pas été traduit. Il a été traduit en 2020. Et c'est un magnifique livre où le narrateur vient à Paris. C'est un noir américain, borgne. Il fait juste un journaliste. Il vient à Paris et il est accueilli à Paris, dans le Paris des années 60, comme étant un lieu de tolérance, un pays qui peut l'accueillir, avec une communauté afro-américaine parfaitement intégrée, et il s'y sent bien. Et il s'y sent bien, et il s'y sent 1000 fois mieux que par rapport au racisme réellement endémique. Et là, on peut suivre la phraséologie qui n'est jamais totalement anodine de ceux qui peuvent se reconnaître dans ce milieu, qui sévissait aux États-Unis. Et puis, il va rencontrer, en 1960-61, il va rencontrer des militants du FLN, et il va être confronté à ce qui s'est passé en octobre 61, je crois, 62, je sais plus, qui a été le massacre d'une série d'Algériens jetés, enfants, adultes, jetés à la Seine à moitié morts. Quelque chose de tout à fait opaque. Et ce roman, il est vraiment absolument magnifique. Il n'était pas traduit en français. Donc, dire que l'histoire a été, et ça c'est le cas en Belgique, hein, on ne doit pas forcément être fier de la colonisation au Congo. Donc quand il y a des mouvements entre guillemets décoloniales qui aujourd'hui exigent, à juste titre, qu'on remplisse les trous de l'histoire, ils ont évidemment raison. Et c'est le devoir de tout intellectuel, et j'ai envie de dire de tout laïc, de contribuer à cela, mais dans l'addition, pas dans la soustraction. Et c'est là qu'il y a un véritable enjeu. Et donc le vrai danger aujourd'hui, ce sont ces logiques identitaires. C'est qu'on ne définit plus et on n'appréhende plus les discours et ceux qui les tiennent en fonction du contenu du discours, mais en fonction de qui les tient. Et là, il y a un problème évidemment majeur. Mais n'oublions pas, quand on combat, et c'est pour ça que je vous dis, je déteste le mot wokisme, quand on combat toutes ces tendances identitaires, n'oublions pas que leurs diagnostics sont souvent exacts, que ce sont les méthodes qui ne le sont pas, et que nous serions beaucoup plus forts en nous appropriant les diagnostics, en ne les diabolisant pas et en ne faisant pas exactement ce qu'ils font eux, leur reprocher ce qu'ils sont plutôt que ce qu'ils disent. Et donc ça vaut de manière transversale. Et je crois qu'aujourd'hui, et j'en termine par là, la vraie laïcité bien comprise, héritée de la laïcité à la française, héritée de la loi de 1905, consacrée, encore une petite incise, par la loi séparatiste de Macron, qui est une loi absolument magnifique, qui a été traitée d'islamophobe alors qu'elle visait simplement, notamment, à rétablir des droits au profit de minorités opprimées, de créer des droits de succession, de supprimer toute une série de pratiques barbares. Cette laïcité-là, elle implique, je crois, une grande vigilance. Et cette grande vigilance, elle tient, me semble-t-il, en 2-3 pistes. Contrer la logique identitaire. Ne pas oublier que dans ces grands discours qui se fondent sur l'intersectionnalité, il y a des constats objectifs et qui n'honorent pas la manière dont on a fait tourner les sociétés occidentales depuis longtemps, et qu'il faut à un moment donné rencontrer ces constats objectifs, que ce soit la réécriture de l'histoire, les discriminations au logement, les discriminations à l'emploi. Et troisièmement, et ça c'est vrai que c'est fondamental, c'est ne pas laisser s'immiscer cette sorte de conglomérat des minorités, ce qu'ils appellent la convergence des luttes, qui font que vous avez là les idiots utiles, les mouvements homosexuels qui militent pour le port notamment des signes convictionnels de manière active sont les idiots utiles du processus, parce que ce sont quand même les premiers à se faire brimer par les religions. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui est fondamental, et ça, j'en termine par là, c'est que la religion est quand même toujours l'ennemi du progrès, et toujours l'ennemi de la liberté, et toujours l'ennemi de l'égalité. Ça ne veut pas dire qu'on doit interdire chacun d'avoir ses convictions, mais qu'il faut toujours des garants, des garde-fous, pour l'empêcher de fixer des règles qui seraient applicables à tout qui ne prend pas part ou ne se reconnaît pas dans cette religion. Je vous remercie. Merci beaucoup.
exposé très clair et qui met effectivement un certain nombre de points sur les i, on va dire, et je pense qu'il y aura effectivement beaucoup de questions. On a beaucoup abordé le wokisme, qui n'est pas qu'un mot pour nous. Voilà, donc c'est intéressant, on va avoir un vrai débat et je m'en réjouis. J'ai juste quelques petites questions. Alors moi, je n'ai pas très bien saisi la différence entre la neutralité inclusive et votre position. Quand vous proposez, par exemple, qu'il y ait des offres publiques avec et sans signe conditionnel religieux ou politique, est-ce que vous n'avez pas peur finalement d'arriver au même écueil que celui de la neutralité inclusive, c'est-à-dire une communautarisation de la société qui va favoriser les guerres conditionnelles et donc la loi du plus fort? Premièrement. Deuxièmement, vous voulez traiter des religions de la même manière, exactement de la même manière, vous avez beaucoup insisté là-dessus, comme si les faits religieux étaient équivalents, comme si leurs revendications étaient identiques, leur rapport aux valeurs, aux principes de liberté d'expression, d'égalité homme-femme étaient les mêmes. Or, les sociologues, les politologues, les anthropologues, dont je suis, certains théologiens qui sont plus attentifs justement aux revendications de ces groupes, montrent que les mouvements religieux n'ont pas la même vision du monde, pas les mêmes visées sociales. Et je vous renvoie sur ce point au très brillant livre de Rémi Braque qui vient de sortir, qui est un très fin connaisseur des religions, c'est un théologien, dont le titre est Sur l'islam, et qui dit, ça fait très longtemps qu'il le dit, l'islam, ça n'est pas la religion chrétienne des Arabes. Par ailleurs, les religions traditionnelles qu'on trouve en Europe sont des religions qui se sont habituées et qui sont passées sous les fourches des lois de nos sociétés séculières. Donc il est plus facile de négocier avec elles, de les limiter. Mais quand on a affaire à des religions ultra-prosélytes, comme aujourd'hui l'islam mondialisé, est-ce qu'on ne doit pas peut-être avoir un traitement différentiel assumé, plutôt que de rechercher une égalité stricte? De manière très claire, je crois qu'en effet, vous mettez le doigt sur quelque chose qui est essentiel et qui fait que, quand je vous entends, j'ai presque le sentiment d'entendre ceux que moi je combats de l'autre côté. C'est-à-dire que ceux qui, d'une manière ou d'une autre, divisent et identifient un ennemi. Moi, je n'ai pas d'ennemi. J'ai des valeurs, ce qui est très très différent. Je reste convaincu que la pensée universelle, les valeurs universelles et la démocratie universelle se suffit à elle-même. Et il est absolument hallucinant de constater que dès que vous tenez un discours comme le mien, a fortiori le vôtre, mais comme le mien, on va se faire reprocher de l'islamophobie. Ce qui n'est absolument pas le cas. C'est simplement, et ce qui me rend, je crois, cohérent, c'est de dire que j'applique les mêmes règles à tous. C'est-à-dire qu'il y a un seuil en dessous duquel on ne descend pas. Il y a des valeurs universelles qui ne sont pas négociables. Mais commencer à dire qu'il y a une religion qui devient notre ennemi, ce qui est votre discours à l'instant, ça signifie très clairement une chose. Ça veut dire que par rapport à cette religion, dont il est clair qu'il y a des dérives intolérables, et le mot intolérable est sans doute insuffisant. C'est clair qu'il y a un islam politique. C'est clair que quand on parlait, par exemple, du PS bruxellois, ils sont, contaminés, consciemment ou inconsciemment, par cet islam politique. Mais dès le moment où vous tenez ce discours-là, vous perdez tous ceux qui, dans cette religion, dans ce culte, sont finalement tout aussi démocrates que vous ou moi, parce que vous agressez leur religion et vous créez un effet de village gaulois qui est de dire « on est attaqué ». Et dans ma bouche, vous n'aurez jamais d'attaque contre la religion musulmane en tant que telle. Je demande qu'elle soit traitée exactement comme les autres religions. Et des extrémistes, j'en ai partout, hein, parce que vous pouvez dire, les catholiques sont séculaires. Vous pouvez trouver, l'Inquisition n'existait pas que dans le profond Moyen-Âge. Hein. Il y a toujours aujourd'hui des milieux catholiques extrémistes. Vous avez des milieux juifs extrémistes.
Et toute religion produit ces extrêmes. Alors il y en a une qui est plus violente pour 1000 raisons aujourd'hui, mais c'est en traitant l'ensemble des religions de la même manière qu'on pourra obtenir ce qu'on veut. D'autre part, et je reviens à la question que vous posez sur l'enseignement, ce qui est extrêmement clair pour ce qui me concerne, et j'ai plaidé, donc c'est très... je peux raconter ça. Et je ne sais jamais si la Cour a pensé la même chose que moi ou si c'est moi qui l'ai convaincu, je ne le saurai jamais. J'avais ce dossier qui était l'école Francisco Ferrer. Et j'entendais autour de moi, même parmi les très proches, me dire, mais enfin, comment tu peux empêcher des adultes responsables de faire ce qu'ils veulent? Et dans le fond, j'étais mal à l'aise. J'étais mal à l'aise parce qu'à la fois, je trouvais important, presque symboliquement, et Dieu sait que ce n'est plus le cas aujourd'hui, au moins le cas aujourd'hui, de garder ce grand foyer historique de la laïcité qui est incarné par la ville de Bruxelles. Et puis d'autre part, c'est vrai que mon sens de la liberté fait que j'éprouvais un malaise à imposer à des adultes un comportement X alors que ce ne sont pas des producteurs de services publics, ce sont des usagers du service public. Et dans cette logique-là, parce que je sais aussi que le prosélytisme existe, que les pressions familiales et sociétales sont majeures, et qu'il faut tendre la main de manière, et c'est l'inverse de ce que vous faites, à toutes les jeunes femmes qui sont dans l'entre-deux et qui doivent échapper aux pressions, il faut leur donner des espaces. Et compte tenu de ça, je me suis dit, je vais parler à la Cour de la minorité de la minorité. Je vais aller devant elle, je vais lui dire, voilà, je comprends qu'il y ait ce problème. Mais la seule chose qui est essentielle, c'est que chacun puisse trouver une chaussure à son pied, dans l'enseignement officiel. Et que une démocratie offre à tous ses usagers un lieu où ils se sentent bien. Et on n'a pas le droit qu'il n'y ait pas un lieu, même dans l'enseignement supérieur, où ceux qui veulent échapper au prosélytisme ne peuvent pas se sentir bien. Et donc, dans mon université, et je vais y revenir peut-être brièvement, dans mon université, les signes convictionnels sont acceptés. Et je ne dis pas que ça ne me dérange pas à certains moments, mais ça a des effets magnifiques à certains moments aussi. Et donc, dans l'enseignement supérieur, dans la plus grande université laïque franc-maçonne du pays, chacun fait ce qu'il veut. Mais il est important qu'il y ait aussi d'autres lieux où il y ait cet espace éducatif totalement neutre. Et le discours que vous tenez, qui dit « il y a une mauvaise religion », eh bien, ça veut dire qu'on perd... Attendez, je peux aller jusqu'au bout. Non, mais je ne... Mais je vais, madame, je vais d'abord où je veux. Hein. Et ça, c'est vraiment la première règle. Et ben oui, ça me dérange, mais moi, ça me dérange aussi. Voilà. Est-ce que vous nous accusez? Non, mais est-ce que je peux demander une chose de Non, mais en tant que féministe. Non, mais c'est important. Je vais juste répondre parce que ces accusations sont portées contre moi. Ah oui, d'accord. Pas contre vous. Voilà, oui, ce sont des accusations qui sont portées contre moi et non pas contre vous. Donc, mais vous aurez bien sûr la parole après. Juste pour dire que je n'ai pas d'ennemis, je n'ai pas de religion ennemie. Je pense que vous dépassez. Vous êtes un excellent avocat, réputé pour cela. Vous outrepassez en fait votre domaine de compétences et c'est ça qui est un peu regrettable puisque je vous ai cité des politologues, des sociologues, des anthropologues et des théologiens qui ont écrit là-dessus. Je viens de pas lui dire non plus. Exactement, mais ce que je veux dire c'est qu'on peut voilà, c'est un domaine de compétences et le remettre en question en disant que parce que ces religions, le constat est fait que ces religions n'ont pas vécu les mêmes choses, ne demandent pas les mêmes choses, ne s'appuient pas sur des assises sociologiques qui sont les mêmes, ça n'est pas en faire des ennemis, pas du tout, c'est au contraire les comprendre, c'est au contraire les prendre en considération leur spécificité, et en plus, enfin voilà, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Écoutez, peut-être là-dessus, parce que je tiens quand même à être très clair, je n'outrepasse rien. Je ne fais ici que traduire de manière générale
des principes posés par les deux plus hautes juridictions européennes, qui sont en totale contradiction avec votre discours et qui ne supportent pas qu'il y ait un traitement différencié établi à l'égard de l'ensemble des cultes. Alors, on n'est pas d'accord, ça fait partie du débat. Je n'ai pas produit un discours, je vous ai écouté, je vous ai posé des questions. Eh bien, Ce n'est pas un discours. Quand vous aurez lu mon livre, on en reparlera. Et là, je n'ai pas de discours. Des places pour les questions. Oui, allez-y. Oui, voilà. Bon, à propos de la démocratie, déjà, elle se suffit à elle-même, ou je ne sais pas, on disait ça déjà en 1933. Bon, ça, c'est déjà une chose. En 1933. D'autre part, moi, je n'ai pas d'ennemi. L'islam n'est pas mon ennemi. C'est elle qui me désigne comme son ennemi. Et jusqu'à présent, c'est celle-là, c'est cette religion-là qui égorge pas les autres. Un jour, peut-être que ça pourrait être des chrétiens, ça pourrait être des témoins de Jéhovah ou des athées, je ne dis pas le contraire. Mais aujourd'hui, il faut se protéger. Et donc, il y a un ennemi quand même qui tue les gens, au nom de la religion. Et ça, si ça, ce n'est pas un ennemi, alors je me demande qu'est-ce que c'est. Oui. Peut-être Fadila, tu voulais dire quelque chose? Oui, mais on va d'abord laisser et puis après. Ah oui, vas-y. On prend 3 questions, oui, comme d'habitude, et après. Ah, d'accord. Ah, oui, non, vas-y. Non, mais ça va. Non, mais en 2 mots, je voulais vous dire que moi, j'ai fait plein de films dans tous les pays du monde et des films ethnologiques avec les coutumes, les habitudes, etc. Mais ce qui me choque aujourd'hui, c'est que le port du voile, pour nous qui sommes féministes, c'est une injure, parce que pour eux, la femme est inférieure à l'homme. D'accord ? Il faut la cacher. Et nous devons pas nous battre contre, mais essayer d'être conscients de cette aliénation et avoir des débats avec toutes ces femmes et essayer d'arriver à leur faire comprendre que ce port du voile est une régression de notre futur en tant que femme. Parce que vous avez parlé généralement, mais je veux répondre là-dessus. Oui, je suis d'accord avec vous. En fait, femmes occidentales, c'est terriblement envahissant dans ce que nous avons eu comme combat. Je suis totalement d'accord avec vous. Vous êtes d'accord? Mais je vais m'en expliquer. Paulette et après Florence. Moi, je voulais juste... Ah oui, d'accord. Moi, je voulais juste compléter ce que Madame vient de dire, parce que vous parliez du burkini, vous parlez très très vite, hein, alors il faut suivre. Et excusez-moi, mais sur la plage, vous parliez de ces mères en France, vous trouviez intolérable qu'ils interdisent le burkini. Vous n'êtes pas une femme. Moi, si je suis à côté d'une femme dévêtue qui porte un burkini, je me sens très agressée, parce que je sais que dans son regard, je suis une pute, ou je suis une femme impudique, ou je suis une femme méprisable, et donc, par rapport à certains versets du Coran, mon sort pourrait être terrible. Et donc, je suis assez étonnée de ce que vous dites. Alors, vous dites que vous avez cité un auteur qui n'a été traduit que maintenant. Moi, je vais souvent à Paris...